Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Pourquoi tu lis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caro. Bonjour Caro. Salut Célie. Alors Caro, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Ok, je m'appelle Caro Gagé, je suis tarologue, je suis coach. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? En fait, j'allais dire je suis mère célibataire, mais moi j'aime bien faire l'exercice de dire présente-toi sans dire ce que tu fais comme taf et sans donner ta situation personnelle. Et je viens de le faire, je viens de faire les deux. Alors du coup, si tu devais te présenter sans parler de ton travail ni de ta situation maritale. Je dirais que je suis quelqu'un de très créatif, que j'aime les cartes, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime les animaux. Voilà. Très bien, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et j'aime pas la guerre, bien sûr. Merci Caro d'être ici et d'avoir accepté mon invitation. Alors dans ce podcast, on parle de notre relation avec la lecture beaucoup. Est-ce que tu peux me dire 2 mots sur ta relation toi avec la littérature et avec la lecture ? Alors moi je me considère plutôt comme une grande lectrice dans le sens où j'ai l'impression que je lis beaucoup, enfin en tout cas j'avais cette impression avant de voir combien toi t'avais lu de bouquins l'année dernière. Faut vraiment que je fasse un épisode là-dessus parce que t'es pas la première à me faire la réflexion de mais je sais pas ce que c'est qu'un gros lecteur parce que tout est relatif en fait en vrai. C'est vrai, non mais c'est vrai. Et j'ai l'impression que les livres, les histoires ont toujours fait partie de ma vie. Je ne saurais pas exactement dire à quand ça remonte, mais ça fait partie de mon rituel. Chaque soir, avant de m'endormir, il faut que je bouquine. D'accord. T'as des souvenirs de quand tu étais enfant ? Alors écoute, j'imagine que tu veux dire implicitement par rapport à la lecture. Oui. Il se trouve que j'ai très peu de souvenirs de quand j'étais enfant. Je crois que je lisais déjà pas mal. Maintenant, on va dire que si j'ai quelques souvenirs de lecture, mais si je pense à un souvenir très fort de lecture, c'est quand j'avais 13 ans et demi et j'ai lu mon premier Stephen King. Et tu vois, 33 ans après, j'aime toujours autant Stephen King. Ça a été la rencontre avec l'auteur de ma vie. À ce moment-là, quand j'avais 13 ans et demi, j'ai lu Cimetière. Et quand je plonge dans un Stephen King, il y a un truc qui est très rassurant pour moi parce que j'ai un peu l'impression d'être à la maison. Alors, bon, on pourrait dire que c'est étrange vu ce qu'il écrit, mais bon, c'est comme ça. J'ai l'impression que je suis en terrain connu, je suis à la maison. Il y a quelque chose qui est très, très rassurant pour moi de me plonger dans son écriture. D'accord. Est-ce que tu arrives à définir pourquoi ? Je pense... J'essaye de construire ma pensée. Je pense parce que la façon dont déjà, j'aime la simplicité de son écriture. J'aime bien quand les auteurs ils utilisent des mots simples et que je suis pas obligée d'avoir mon dictionnaire toutes les 2 phrases. J'aime le côté très quotidien dans ce qu'il écrit. J'aime vraiment le fait que en partant du quotidien, il arrive à nous emmener vers d'autres choses ou des choses paranormales ou fantastiques. Mais je pense que toute cette petite circonvolution, pour dire que je pense que ça fait ce qu'il écrit, fait écho à des parties de mon histoire, mais je m'en rendais pas compte au moment où j'ai commencé à le lire. Quand j'avais 13 ans et demi, j'ai lu donc Cimetière, qui est l'histoire d'une famille il me semble qui emménage dans une maison dans la campagne, tout ça, et leur chat meurt, je crois, et il y a un cimetière des animaux très loin dans la forêt qui fait que quand t'enterres ton animal à cet endroit, ton animal revient, mais il revient changé et il revient maléfique. Et je pense que j'avais à ce moment-là, je peux te dire ça avec le recul aujourd'hui, il faut que je mette un peu de contexte, sinon on va rien comprendre. D'accord. En fait, il y a 3 ans, presque 4 ans, j'ai fait ce qui s'appelle une levée d'amnésie traumatique. Ça veut dire que
qu'est-ce que c'est une levée d'amnésie traumatique ? C'est un truc très sympathique où ton cerveau dit « Ah !» Alors, on t'avait caché un truc qu'on avait enfoui depuis des années, un truc qui est arrivé, et là, on estime que tu es apte à le gérer, et donc il y a des souvenirs traumatiques qui remontent, et moi, me sont remontés des merdes qui me sont arrivées dans mon enfance, et que j'avais complètement occultées. Et quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait plein de moments de mon enfance dont je me rappelais pas, c'est parce que la mémoire traumatique, ou en tout cas la façon dont ça fonctionne chez moi, a également occulté beaucoup d'autres choses que les événements traumatiques que j'ai vécus. Du coup, je pense que lire Stephen King, quelque part, ça répondait. Enfin, il y avait un truc qui répondait à ce truc de trauma, à cette espèce de morbidité et tout ça qui... Peut-être que j'avais l'impression ou de me sentir comprise ou voilà, c'était un univers qui me parlait vachement, quoi. Mais du coup c'est comment dire, au niveau de son écriture, tu disais c'est à la fois simple, mais à la fois tu te retrouves dedans, ce qu'on peut comprendre parce que c'est vrai que le style de Stephen King, il est toujours un peu le même, il est assez constant son style, il met ses histoires toujours dans des villes qui se ressemblent. Donc là, on peut comprendre quand même assez facilement le côté cosy de « Ah, je retourne à la maison ». Il y a un peu de ça et en même temps, pour moi, il y a de la profondeur. Il y a vraiment de la profondeur dans la façon dont il écrit. Je dirais, il est simple dans les mots qu'il utilise, mais pour moi, il est profond dans les histoires qu'il raconte. En tout cas, ça touche quelque chose de profond chez moi. Oh, moi, je suis assez d'accord. J'ai un de mes livres préférés, c'est Carrie. Ouais. Et quand j'ai lu Carrie pour la première fois, j'ai été assez scotchée de voir comment un homme pouvait décrire de manière aussi pertinente des émotions d'une adolescente au moment de la puberté. Puis en plus, c'est pas très souvent que dans les livres on traite du moment de la puberté et des premières règles. Puis surtout, et d'autant plus à l'époque où il l'a écrit. Et d'autant plus à l'époque où il l'a écrit, ouais, tout à fait. Donc Stephen King, ça a été ton premier amour littéraire ? Ça a été mon premier amour littéraire et c'est, comme je te disais, moi, comme en fait, du coup, j'ai une mémoire qui peut être morcelée, il y a plein de choses dont je me rappelle pas. C'est-à-dire, je peux lire plein de bouquins et même des bouquins que je vais bien aimer ou quoi, je vais pas me rappeler de quoi ça parle, je vais des fois même pas me rappeler que je les ai lus. Aujourd'hui, j'ai appris à accepter ça, c'est pas grave. Mais avec lui, avec Stephen King, j'ai vraiment des grands souvenirs de lecture, quoi. D'accord. Ouais. Ok, donc lui, tu n'oublies pas ses livres, en fait. Je pense que j'en oublie quelques-uns, mais en général, non. Tu les as tous lus ? Je les ai pas tous lus. Non. J'ai pas lu Les Tours Sombres. Ok. Parce que j'ai jamais réussi à aller au bout du premier. Et on a eu un petit désaccord récemment, lui et moi, sur le bouquin Contes de fées, je crois. Et je suis pas allée au bout. J'ai pas aimé ce livre et donc je suis pas allée au bout. Contes de fées, c'est le dernier qu'il a publié là. C'est pas le tout dernier, hein, mais c'est pas le tout dernier. Il vient de sortir en poche à l'heure où on enregistre le podcast. Oui. Et voilà, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça long. Donc bon, au bout d'un moment, je l'ai lâché. Parce que moi, je vais pas au bout des lectures qui m'ennuient. Et c'est pas grave, je lui ai pardonné. Ok, alors du coup, ça c'est super intéressant. Et d'autant plus que c'est un auteur que tu adores. Ouais. Donc toi, tu acceptes d'arrêter des livres qui te plaisent pas. Ouais. Même si c'est un auteur que t'adores. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai essayé, tu vois, dans ce bouquin-là, de m'accrocher et de me dire, allez, vas-y, peut-être que ça va... peut-être qu'il va se passer un truc et peut-être que ça va m'accrocher un moment. Et en fait, non. Donc, je pense que je suis allée un peu plus loin avec lui parce que c'était lui. Mais... oui, j'arrête des bouquins. En fait, la vie est trop courte pour lire un truc qui m'emmerde. Donc... quand vraiment j'accroche pas, j'arrête. Et tu sais, il y a un biais.
qui fait qu'on a du mal, plus on a investi de temps dans quelque chose, plus on a du mal à arrêter la chose parce qu'on se dit ah ouais mais en fait ça va finir par être payant. C'est valable pour plein de trucs dans notre vie où on peut se dire ah bah tel projet mais j'ai déjà tellement investi de temps, d'énergie et tout, je vais pas m'arrêter là. Et c'est pour ça que souvent on a du mal à lâcher des choses. Et je pense que c'est un peu pareil pour la lecture parce qu'en fait quand t'as déjà lu 150 pages ou 200 pages, tu dis bah en fait non, je vais pas m'arrêter là parce qu'il y a comme une aversion à la perte, une aversion à se dire mais là ça voudrait dire que j'ai perdu mon temps. Bah moi j'estime qu'il y a un moment où c'est bon, si j'accroche pas avec une histoire ou si cette histoire me déclenche et que j'estime qu'elle n'est pas bonne pour ma santé mentale, au moment où je suis en train de la lire, j'arrête de lire et je passe à autre chose. Bah voilà. Écoute, amène à ça. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Si c'est un message que j'essaye de faire passer très, très régulièrement, c'est ça. Il y a tellement de livres super et géniaux dans l'univers que ne pas perdre de temps avec ceux qui ne nous embarquent pas, c'est absolument essentiel. Oui, et je pense aussi que c'est important en tout cas pour moi, je lis pas pour me faire du mal. Je lis pour me faire du bien et tout ça. Et depuis que j'ai fait la levée d'amnésie traumatique dont je te parlais tout à l'heure, en fait, je suis beaucoup plus déclenchée par certaines choses qui se passent dans des bouquins. Et donc, du coup, je suis pas contente quand on me prévient pas. Quand on me prévient pas, quand on me met pas des trigger warnings sur les livres en disant attention, ça va parler de violence, d'agression, peu importe, chacun peut avoir ses propres déclencheurs suivant son histoire, mais du coup, moi, ça me dérange d'être en plein milieu d'un bouquin, d'être peut-être embarqué dans l'histoire, peut-être de m'être attaché au personnage, et d'un coup, de me retrouver face à une scène où je me dis, mais non, je ne veux pas de ça, en fait. J'ai pas envie de ça. Prévenez-moi qu'il y a ça. Parce que j'estime que c'est pas bon pour ma santé mentale. Et en fait, tu vois, on en parlait hier. Il y a un bouquin dont t'as pas mal parlé et je t'ai dit... et en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait des trigger warnings où il disait « Attention, ça parle, je ne sais plus, d'agression, je me rappelle plus de quoi. » Et en fait, hier, je t'ai dit, ok, toi qui as lu ce bouquin, à quel point ça peut être déclenchant, dis-moi ce qui peut être déclenchant dedans, et à partir de là, j'ai décidé de pas le lire. Tu vois ? Voilà. Je décide de me protéger. Ouais, d'où l'importance des trigger warnings. Ouais. C'est vrai que ça fait pas très longtemps en fait qu'il y a des trigger warnings dans les livres, et tous les éditeurs ne les mettent pas. Mais c'est vrai que ça peut être hyper indispensable. Hein. Alors, j'avais une discussion avec une psy là-dessus et qui me disait qu'il y avait un peu plusieurs écoles. Qu'il y avait des gens qui disaient, mais en fait, on va pas mettre des trigger warnings parce que peut-être que le fait de mettre des trigger warnings, est-ce qu'il faut qu'on définisse trigger warning ou tout le monde sait ce que c'est ? Ouais, peut-être c'est ce que j'étais en train de me dire, on va définir... Trigger warning, ça veut dire que on te prévient au début d'un livre, d'une fiction, qu'il peut y avoir des scènes ou des sujets abordés qui peuvent être déclenchants émotionnellement et qui peuvent faire écho ou miroir à des traumatismes que tu as vécus. Donc, par exemple, si tu as été agressé, eh ben, peut-être que de lire des scènes d'agression va redéclencher des émotions traumatisantes ou des réminiscences traumatiques ou ne vont pas te faire du bien. Et le fait d'avoir un trigger warning te permet de savoir où tu mets les pieds et d'y aller un peu en connaissance de cause. C'est comme ça que je le... Trigger warning, ça veut dire attention, il y a un truc qui peut être déclenchant. C'est comme ça que j'ai envie de le définir. Je sais pas si ça tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, effectivement, moi, je suis aussi d'accord pour dire que de toute façon, on ne peut pas tout connaître de tout le monde et de mettre tous les trigger warnings parce que tu peux pas non plus deviner en fait. Ah non, il y a des trucs. Si t'as une histoire avec quelqu'un qui offre un chiot et que d'un coup quelqu'un dit ah oui mais moi mon chien est mort dans d'atroces souffrances et c'était aussi un berger des Pyrénées. Bon, tu peux pas savoir que ça va déclencher les gens. Voilà, de la même manière, un polar, en fait, en général, quand c'est écrit polar, thriller dessus, tu t'attends à ce qu'il y ait du sang et un meurtre. Ça. N'empêche.
Voilà. Mais en fait, ça, c'est... Moi, quand je vais lire un polar, effectivement, je sais que je peux me retrouver confrontée à ce genre de scène. Mais du coup, il y a quelque chose en moi qui... Comme si je m'auto-protégeais, tu vois. Oui. Voilà, si je décide de le lire. Et comme je te disais, j'en parlais avec une psy qui me disait qu'il y avait une sorte de... Enfin voilà, il y a un flou là-dessus, parce qu'il y a des gens qui disent bah oui, mais si on met sur les couvertures attention, ça parle de ci et ça parle de ça, bah ça peut être déclenchant. Mais je lui dis, mais moi en fait, je préfère lire sur une couverture que ça risque de me déclencher plutôt que de me retrouver dans une histoire. Ouais, et puis en fait, en vrai, je pense que à l'usage, alors déjà, en général, les trigger warnings sont plutôt à l'intérieur des livres. Enfin, oui, pas sur la couve. Pas sur la couverture, plutôt sur la page de titre ou la deuxième page. Et puis en fait, en vrai, les personnes qui savent qui peuvent être déclenchées ne vont pas aller vers certains types de littérature. Par exemple, quelqu'un qui a vécu des agressions sexuelles, imaginons, je suppose que la personne ne va pas aller vers de la dark romance où en fait c'est que ça, hein, c'est que des agressions sexuelles. Donc je pense que les personnes s'auto-protègent quand même pas mal. Oui. Voilà, moi je sais que donc depuis que je suis maman, comme beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de mal avec les histoires d'enfants. Et pourtant j'adore lire des polars. Enfin, les histoires d'enfants où il leur arrive des trucs graves. Pas les histoires d'enfants de base. Oui, il leur arrive des trucs, mais même quand ils sont malades. Pierre Lapin, t'as pas de problème avec. Pierre Lapin, j'ai des problèmes, mais pas. Rien à voir. C'est autre chose. Et dans les romans policiers que je prends, je sais que dès que ça va parler d'enfants, dès qu'il y a un enfant qui est évoqué dans la 4e de couverture, je repose le livre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se protègent comme ça. Ouais. Après, là où les trigger warnings ils vont être vraiment intéressants et vraiment importants, c'est là par exemple, donc, le livre dont on était en train de parler, c'était Noblesse oblige, qui est un livre qui est absolument génial. Qui est classé plutôt en young adult, littérature ado dystopique. Le pitch, c'est en fait la Révolution française a échoué. Et donc, nous sommes toujours sous une royauté. Il y a toujours les nobles et puis le bas peuple. Mais néanmoins, nous sommes dans notre technologie à nous. Donc en fait, il y a les téléphones portables, il y a la télé et il y a la télé-réalité. Okay. Et donc du coup, c'est une histoire de télé-réalité pour marier des jeunes femmes qui, fut un temps, avaient du sang noble, mais comme leur famille s'est rebellée, elles ont perdu leur titre de noblesse. Et donc pour marier ces jeunes femmes à des jeunes hommes nobles. Donc c'est un livre absolument génial qu'il faut lire. Mais il y a des trigger warnings. Qu'il faut lire si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Et les trigger warnings, là, ils sont importants parce qu'en fait, effectivement, c'est un roman dystopique qui peut faire penser à La Sélection, par exemple, si vous l'avez lu, où pour le coup, il n'y a pas du tout de trigger warning dedans, il n'y a pas tellement de violence. Là, il y a vraiment des scènes qui sont difficiles. Et c'est des scènes qu'on ne s'attend pas forcément à rencontrer dans ce type de roman. Donc là, moi je trouve que les trigger warnings, ils ont vraiment toute leur place et toute leur raison d'être. En fait, moi, c'est un truc que j'ai apprécié. Tu vois, cette semaine, quand j'ai ouvert le bouquin, que je me suis dit, ok, je vais me mettre dedans, t'en avais parlé, la façon dont t'en avais parlé, ça avait l'air d'être vachement intéressant. Je l'ouvre, je vois qu'il y a ça. En fait, ça m'a permis de pas me mettre dans cette histoire. Et ensuite, quand on en a parlé et que je te dis, ok, qu'est-ce qui peut être déclenchant et tout, ça a confirmé que j'avais pas envie de lire ça en ce moment, en tout cas. Ouais, c'est super intéressant pour voir en fait, à quel point la littérature, ça peut quand même te provoquer, te bousculer, te choquer. Ça peut réveiller des choses aussi. Hein. Mais pour moi, c'est plus fort que de la fiction en images, que du cinéma ou que des séries, parce que c'est toi qui te crées tes propres images. Ouais. Et en fait, bien sûr que ça peut te bouleverser émotionnellement parce que tu peux être complètement happé par une histoire. Ouais. Oui, et pourtant t'as plus la main mise sur le récit. C'est-à-dire qu'en fait ton livre, à n'importe quel moment, tu peux stopper ta lecture et refermer le bouquin et le poser. Sur une fiction aussi ? Oui, tu peux le faire, mais c'est plus... Je trouve que c'est plus difficile, par exemple, parce qu'en fait, ton DVD, par exemple, il faut quand même que tu prennes la télécommande et que t'arrêtes. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Le cinéma, il faut quand même le temps que tu sortes du cinéma.
Et puis les images, elles arrivent vraiment brutes et elles s'imposent à toi. Et des fois, c'est même la vision de quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Quand c'est un livre, en fait, ton cerveau, il a aussi tendance à te protéger. Alors, ça peut bousculer. Hein. C'est intéressant, ça me fait penser à une interview que j'avais vue de Michael Haneke à propos de son film. Tu sais, c'est les deux gars qui viennent en fait kidnapper une famille dans leur maison de vacances et tout ça, et qui les torturent. Je sais plus comment il s'appelle ce film. Tu vois de quoi je veux parler ? Oui, je l'ai vu celui-là. Qui est un film qui est trash, enfin voilà. Et en fait, lui, il disait, mais qui questionnait la responsabilité du spectateur. Et j'avais vu ça dans une interview, il disait, mais en fait, à n'importe quel moment, vous avez le pouvoir d'arrêter de regarder. Pourquoi est-ce que vous continuez de regarder ? C'est intéressant de questionner ça. Et en même temps, c'est facile pour lui de dire ça. On pourrait dire, ah bah oui, c'est une façon de se déresponsabiliser. Mais c'est aussi une façon de nous responsabiliser, nous, en tant que spectateurs ou en tant que lecteurs, pour dire, bah, à un moment, en fait, si là, ça ne me convient pas, je peux arrêter. Ah oui, c'est intéressant comme réflexion, effectivement. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas envie, quand je lis un bouquin, je le lis pas pour me faire du mal. Alors, je suis d'accord pour avoir, quand je lis un bouquin de Stephen King ou quand je lis un polar un peu trash et tout, ok, je suis d'accord pour avoir expérimenté des émotions comme la peur, comme la colère, la tristesse, des choses, le dégoût, des choses qui ne sont pas agréables, mais ça peut aussi être un endroit safe pour expérimenter ces émotions, et c'est à ça que ça sert, en fait, de raconter des histoires. C'est tout à fait à ça que ça sert, et d'ailleurs, les enfants adorent les histoires qui font peur, et c'est vachement bien de lire des histoires qui font peur aux enfants. Il faut faire ça. Enfin, s'ils le demandent, hein, parce que ne leur imposez pas des histoires qui font peur, parce que je vous ai dit que c'était bien. Mais en vrai, c'est vachement bien. Et eux, ils adorent ça, parce que justement, ça leur permet d'expérimenter à l'intérieur d'un endroit safe, en fait. Oui. Des émotions comme la peur, comme la colère. Enfin, voilà, ils adorent les histoires avec les méchants loups, par exemple. Les contes de fées, ça sert à ça. Hein. Les contes de fées, ils vont expérimenter des expériences et des émotions, mais à la fin, ça se finit bien. Dans le sens où, à la fin, le livre, il se finit, même s'il se finit pas toujours très bien avec les contes de fées, je suis bien d'accord, mais le livre se termine, ils sont dans un endroit safe avec leurs parents et on fait un gros câlin et on passe à une autre histoire et c'est super, ils ont expérimenté les émotions. Mais tu vois, ça me fait penser, il y a, en tant qu'adulte, j'ai expérimenté un truc comme ça, avec Stephen King encore. J'avais jamais lu, jusqu'à ce que j'ai 32 ou 33 ans, j'avais jamais lu ça de Stephen King. Parce que je fais partie de la génération qui a été traumatisée par ce téléfilm des années 80 sur M6. Ah la vache, oui. Et voilà, avec le clown. Je pense que je le reverrais aujourd'hui, je serais pas traumatisée comme ça, mais franchement, il y a eu toute une génération de personnes traumatisées, et du coup, je voulais pas lire le roman. Parce que je me suis dit, ça va me faire trop peur et tout ça. Est-ce que tu peux raconter ce qui peut être traumatisant dans le téléfilm de M6 qu'on a vu quand on était en fait, c'est pas simple parce que comme je te dis, je me rappelle plus trop. Je me rappelle que c'était traumatisant, qu'il y a les images qui me reviennent, c'est qu'il y a ce clown là qui il y a un enfant quand même qui est assassiné hyper sauvagement. Il me semble que c'est ça le début de l'histoire. Il a un bateau en papier, il pleut, et puis le bateau, il le fait naviguer un peu le long du trottoir. Le bateau tombe dans les égouts, et quand il veut le récupérer, il y a le clown qui est là avec un ballon et qui lui dit Viens, on flotte ici. Et en fait, et ce môme, il se fait tuer très sauvagement. Voilà, et puis après, il y a l'histoire, je sais plus, avec ses frères. Enfin, c'est une histoire avec... c'est des gamins, les héros, en tout cas dans la première partie. Oui. Et puis après, on les retrouve 15-20 ans après, ils sont adultes, et le clown est de retour. Rien que d'y penser, franchement, j'ai les poils.
Et donc, ils sont tous traumas ils sont tous de leur traumates, rencontre avec ça. le clown. Donc je m'étais dit, moi je vais pas lire ce livre de Stephen King parce que ça va me faire trop flipper. Et arrive un moment de ma vie, j'ai 33 ans, je suis seule chez moi et je me dis, tiens, je vais lire ça. Quelle belle idée. Tu sais, voilà. Tiens, si je me faisais un petit délire à la con, et le mec avec qui j'étais à l'époque était en déplacement à l'étranger, et moi je me dis, je vais lire ce livre. Et oh là 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 là. Mais tu sais que pendant tout le temps où j'ai lu ce livre, j'ai passé genre 3 nuits à dormir les lumières allumées. Oui, et en fait, et j'avais toutes les lumières de l'appart qui étaient allumées. Et en fait, je prenais mon chat et tu sais, je me mettais dans mon lit, genre en serrant mon chat contre moi. Et j'avais trop peur. Et j'avais 33 ans, quoi. Tu vois, mais j'avais vraiment très peur. Et tu t'es pas dit la première nuit, je vais arrêter de lire ce livre et je vais attendre que mon compagnon revienne? Ah non, je crois que je pouvais pas. Il fallait que je sache, là. Il fallait que j'aille au bout. Et puis, en plus, à l'époque, j'avais pas la conscience mais j'avais pas fait la levée d'amnésie traumatique à l'époque. Et j'étais pas aussi au fait de ma propre santé mentale et de faire attention à ça. J'étais pas du tout là-dedans. Donc, en fait, non, j'ai pas cherché à me préserver. D'accord, donc tu y es allée à fond. T'as fini le livre? Ouais. Et ça va? Ben, tu vois que non, ça va pas. Oui, ça va, mais d'ailleurs, ces derniers temps, je repense à ce livre. Et il y a une partie de moi qui a envie de le relire. Donc, il y a une petite bataille interne, là, tu vois. Ça pourrait être intéressant, du coup, de voir, de faire les ponts entre ce que t'as vécu à l'époque, ce que tu vis maintenant. Pourquoi est-ce que t'as envie de revenir à ce livre-là? Eh ben, je sais pas, il y a un truc... peut-être qu'il y a... J'en sais rien. Peut-être qu'il y a des clés pour moi dans ce livre, tu vois, de compréhension avec ma propre histoire. C'est comme, je te disais, j'ai lu Cimetière quand j'avais 13 ans et demi. Je l'ai jamais relu depuis. Mais en fait, j'ai essayé de le relire suite à la levée d'amnésie traumatique. Et je crois que j'ai lu un paragraphe. Et j'ai dit, là, pour l'instant, je peux pas. Parce que je pense qu'il y a un truc qui est lié. Mais donc, il doit y avoir des clés quelque part pour moi dans ce bouquin. Et je sais que j'y reviendrai à un moment. Comme au début où j'ai eu la levée d'amnésie traumatique, en fait, j'ai récupéré mes journaux intimes chez mes parents et j'ai fait une enquête dans mes journaux intimes pour voir si la Caro ado avait laissé des infos pour la Caro de plus de 40 ans voilà. Et il y avait des infos un peu. Donc je me dis que peut-être qu'il y a des liens aussi à faire dans ces bouquins-là qui m'ont tant marqué. Super intéressant. Je te remercie, je trouve aussi. Franchement, non, c'est super intéressant. Mais là, en fait, je te le dis tu vois, ça me vient un peu en te parlant, quoi. Mais pour l'instant, je suis pas prête à faire ça. Peut-être je serai prête un jour, pour l'instant, non. Voilà. D'accord, écoute, merci beaucoup pour ce partage et toutes ces réflexions. C'est super enrichissant. Ah cool, tant mieux. Moi, j'avais envie aussi de parler, parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, là, le week-end dernier, tu as sorti une vidéo. On va continuer dans les thèmes bien fun et bien gays. Mais non, mais ça va aller. Restez à l'écoute, ça va bien se passer. Donc, tu as fait une vidéo extrêmement touchante. Où tu parles du burn-out. Ouais. Tu évoques le fait que cet automne, de septembre à octobre-novembre, tu as fait un burn-out. Ouais. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est sur YouTube, disponible sur ta chaîne. C'est quoi? C'est Caro Gagé. Caro Gagé, ça s'appelle J'ai fait un burn-out. Voilà, on peut pas faire plus simple. Donc je vous encourage à aller visionner cette vidéo parce qu'elle est intéressante sur beaucoup de points. Et notamment, moi, ce qui m'a vraiment fait tilt et ce qui m'a donné super envie de t'inviter là sur le podcast, c'est que tu dis que pendant ta période de burn-out, t'as pas fait grand-chose. Non. Mais tu as lu. Ouais. Et que le fait de lire, ça t'avait permis de traverser cette période-là. Ouais. Donc là, j'ai vraiment envie qu'on en cause, du coup, de ça. Très bien. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu la vidéo,
Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots de cette période-là ? Oui, alors en fait, donc du coup, je suis, pour mettre un peu de contexte, je suis auto-entrepreneuse depuis 3 ans. Je suis la seule personne qui fait rentrer de l'argent dans mon foyer, vu que je suis mère célibataire et il paraît qu'on ne peut pas faire travailler les enfants de 8 ans. Donc... ni les chats, donc je suis la seule personne à faire rentrer de l'argent dans mon foyer. Donc j'ai une grosse pression financière sur les épaules, et en plus je suis pas salariée, je suis à mon compte, donc voilà. J'ai quitté le père de mon fils il y a 5 ans. Il y a, on va dire, presque 4 ans, j'ai fait la levée d'amnésie traumatique dont je parlais. Il y a 3 ans, j'ai monté mon entreprise. Il y a 2 ans et demi, j'ai arrêté le taf passion que j'avais depuis 20 ans, et j'étais comédienne. Et c'était comme ça que je gagnais ma vie, et pour me mettre à fond dans mon entreprise de tarot. Et en gros, toutes ces choses-là, donc voilà un peu tout le contexte qui m'a mené petit à petit au burn-out. J'ai été dans un moment où je pense que ma santé mentale, elle était fragilisée par ce que j'avais vécu pendant la rupture avec le père de mon fils, le fait que je me retrouve à élever mon gamin 90% du temps toute seule, le fait que je fasse par-dessus ça la levée d'amnésie traumatique, c'était beaucoup. Et que je monte mon entreprise, et du coup j'avais l'impression qu'il fallait que je travaille tout le temps pour pouvoir payer mon loyer, mettre de l'argent sur la table, et je me mettais énormément de pression. Et en 2023, il y a eu 2 fois où j'ai arrêté de bosser parce que je sentais que j'étais en train de me cramer, que j'étais au bord du précipice. Donc j'ai dit ok, là stop, arrête, fais une pause et tu reprendras quand tu pourras. Et là, en été 2024, j'ai sorti une formation, parce que c'est ça que je fais, je vends des formations en ligne qui mêlent tarot et développement personnel. Donc j'ai sorti une formation qui était vraiment importante pour moi, pour laquelle j'ai énormément bossé, mais trop en fait. J'ai tellement bossé, je ne faisais que ça. Je me levais le matin, je travaillais jusqu'au soir, ou à la nuit, loin dans la nuit, où j'allais me coucher pour que tout soit prêt à la date où j'avais décidé que ça sortirait. Et en fait, je me suis cramée, mais je me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais cramée. Parce qu'après a eu lieu le mois d'août, où là, j'ai ralenti et je suis partie un peu en vacances avec mon môme. Et quand est arrivée la rentrée de septembre, en fait, je pouvais plus travailler. Je me suis dit, ok, on va y aller, on va super bien finir cette année. On l'a très bien fini, on l'a fini dans le canapé, à bouquiner et à tricoter. Et en fait, je pouvais plus, j'avais plus la flamme, j'avais plus l'énergie, j'avais plus l'envie, j'avais plus de créativité. Il me restait suffisamment d'énergie pour pouvoir faire fonctionner le quotidien avec mon môme. C'est-à-dire le matin avant d'aller à l'école et le soir après l'école. Voilà ce que j'avais. C'était tout ce que j'avais. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que pendant 2 ans, je m'étais abreuvée d'énormément de contenu sur l'entrepreneuriat, sur le dev perso, sur machin, et qu'en fait, je passais mon temps à abreuver mon cerveau d'infos et des contenus des autres, et que vraiment, mais c'était, tu sais, comme si j'essayais d'entasser 1000 infos dans mon cerveau que j'avais pas le temps de digérer, mais qu'il fallait que ça avance et que j'apprenne des trucs. Enfin voilà, j'étais dans une sorte de frénésie tel truc, c'est exactement ça qu'il me faut, tu sais, de l'objet brillant. Et puis en fait, dès que tu commences à comprendre le truc, ah mais non, il y a tel autre truc. Voilà. Et en fait, c'est ce que je dis dans la vidéo, j'étais tellement sous les pensées des autres que j'avais plus de place pour écouter mes propres pensées. J'ai noyé mon cerveau, quoi. Ah, c'est ça, je le réalise en même temps que je te le dis, je me suis noyée, j'ai noyé mon cerveau de trop d'infos, trop de travail, pas assez de repos, pas assez de temps pour moi et tout. Et du coup, quand je me suis retrouvée dans cet état, à plus être en capacité de travailler, je suis revenue à des choses très simples et très fondamentales. Je suis revenue aux bases. Je me suis dit, t'es pas capable de faire grand-chose là, en fait, tu vas revenir aux bases. C'est-à-dire, tu vas essayer de dormir correctement. Tu vas garder le fait que c'est important de faire bien à bouffer pour ton môme et pour toi. Voilà.
Et puis tu vas faire ce que t'as envie de faire. Et du coup, j'ai arrêté d'écouter 1000 choses. J'ai plus écouté de podcasts, j'ai moins regardé de vidéos sur YouTube, j'ai arrêté ça. Et je suis revenue, je lisais déjà beaucoup, mais je suis revenue à la lecture. D'accord. Plus. Ouais. Et pas n'importe quelle lecture, parce que je suppose que t'as pas continué à lire des livres de développement personnel Non. et d'entrepreneuriat. Non. Et c'est marrant parce que tu vois, je regardais tout à l'heure dans l'appli où je note les livres que je lis. Fin août, j'ai lu un livre d'entrepreneuriat qui s'appelle 10 fois plus ou un truc comme ça, ou la règle du 10 fois plus. Et en fait, qui est une règle qui te dit, je sais pas, si ton objectif c'était de faire 2000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, de dire, ok, qu'est-ce que je ferais si je voulais faire 20 000 ? Et en fait, ce qui est une sorte de règle pour t'amener à imaginer, à voir plus grand et à imaginer plus grand. Et ça, j'ai lu ça. Et vous voyez pas, mais Célie, elle fait genre, pas une très bonne idée de lire ça, Caro. Vous voyez pas la tête qu'elle me fait, elle dodeline de la tête, là. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant de lire ça, j'ai lu un bouquin de Stephen King pendant le mois d'août qui s'appelle Billy Summer, un week-end où j'avais pas mon fils. Et en fait, j'ai fait une sorte de marathon de lecture. Et je pense que j'allais déjà pas bien, mais je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, pendant 2 jours, j'étais enfermée chez moi, sur mon canapé, à lire, avoir cette frénésie de lire ce bouquin. Et je me revois au moment où je l'ai fermé. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis rendu compte que j'allais pas bien. Mais je comprenais pas ce que c'était, tu vois. Mais je me suis dit, si je suis... En fait, là, je viens de faire une fuite en avant de 2 jours. Je viens de me mettre dans un autre univers, de me mettre dans une histoire et tout. Parce qu'il y a un truc que je cherchais à fuir. Tu vois ? Voilà. Et toujours Stephen King, alors. C'était Stephen King au mois d'août. Et puis après, j'en ai relu quand même encore, que j'avais pas lu... je crois en novembre, mais après surtout ce que j'ai lu j'ai lu 2 livres qui m'ont fait énormément de bien dans cette période. J'ai lu L'été de la sorcière attends, je l'ai pris en photo parce que je me rappelle pas du titre, du nom de, je pense que c'est une autrice. Oui, je crois que c'est une autrice. Donc L'été de la sorcière de Nashiki Kao. Et le goûter du lion, de Ogawa Ito. Et L'été de la sorcière, je vois des moments où j'étais dans le métro et je lisais ça et que ça me faisait tellement de bien. Il y avait un truc très lent, très simple, de retour aux sources. Et celui-là, alors ce bouquin, il parle d'une... je crois que c'est une ado ou une jeune ado qui fait une phobie scolaire. Qui doit être au collège. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle fait une phobie scolaire, elle n'arrive plus à aller à l'école. Et sa mère l'envoie chez sa grand-mère, qui vit genre dans la pampa, dans la montagne, ou je sais pas où, mais vraiment dans un endroit très nature. Et en fait, elle va aller vivre plusieurs semaines chez sa grand-mère à faire des trucs mais extrêmement simples, au contact de la nature et au contact de ses besoins primaires, on va dire. Elle va dormir, elle va faire son petit ménage, elles vont cuisiner des trucs. Tu l'as lu aussi, toi. Je l'ai lu aussi, oui. Oui, et c'est vrai que c'est vraiment une vision de la saison, justement, de l'été qui se déroule du début de l'été jusqu'à l'arrivée de l'automne, avec les changements de la nature, avec la pluie qui arrive, le vent. En fait, il y a vraiment... pendant tout le livre, il se passe pas grand-chose dans le sens... il n'y a pas énormément d'action. Par contre... elles font plein de choses de la vie quotidienne et notamment du jardinage, à mettre les mains dans la terre. Et la jeune fille, moi j'avais vraiment cette impression que le fait d'observer la nature et d'être dans la lenteur, en fait de se mettre, elle, au rythme de la nature. Oui. Parce que du coup elle est plus dans le rythme scolaire parce qu'elle n'est plus capable d'être dans le rythme scolaire. Et
Sa maman, au début, je crois, le dit, hein, elle la met là pour vraiment pour la changer d'air, mais la changer d'univers aussi. Oui. Et c'est vraiment, elle arrive dans un autre espace-temps, et un espace-temps qu'on n'a pas forcément l'habitude, qu'on n'a plus l'habitude d'avoir, qui est l'espace-temps de la nature, et avec cette grand-mère qui lui pointe du doigt la lenteur des choses et la patience qu'il faut, parce que c'est une jeune fille, c'est une jeune adolescente qui est tout le temps très très impatiente, et elle va apprendre. Elle va apprendre à patienter et à observer. Et puis moi, ce qui m'avait aussi beaucoup frappé, c'était les odeurs, les sensations. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les romans japonais. Il y avait, tu sais, je t'ai parlé en début de semaine de cette scène où elles font de la confiture de fraises des bois, c'est ça ? Mais cette scène, elle m'a ravie. C'est pas du tout le truc que je lis d'habitude, et souvent j'ai du mal avec des choses qui sont à un rythme plus lent, mais ça m'a fait vachement de bien, et en plus de lire ça et de me mettre dans cette lenteur là. Et alors cette histoire là, quand elles font de la confiture de fraises, ça a l'air tout con dit comme ça, mais en fait il y avait quelque chose vraiment qui me remettait dans quelque chose un peu plus doux, on va dire, que tu peux avoir dans l'enfance, où t'es pas pressé par le temps, où les journées, elles sont longues, et puis elles s'étirent, et puis elles peuvent s'étendre, tu vois, en été, et tout ça, et où tu fais des trucs vraiment tout simples. Et en fait, c'est ce bouquin, et puis aussi le burn-out que j'ai fait, ils m'ont permis de revenir à un rythme plus lent, et d'aspirer à revenir à quelque chose de plus lent, de plus doux pour moi. Alors attention, quand je dis doux, c'est pas genre le but n'est pas de m'enrober dans du coton, non, mais de plus gentil avec moi, on va dire. Je dis ça parce que pardon, j'aime pas les gens qui disent je te souhaite une douce journée. D'accord, on peut en parler. On en parlera lors d'un autre épisode si tu le veux. Bref. Et donc j'ai pas besoin qu'on m'enrobe de coton, je veux juste être gentil avec moi. Et en fait, d'aller vers ces choses très simples et de réapprivoiser le plaisir qu'on peut avoir dans des choses simples, ça m'a fait énormément de bien. Et le mois dernier, il y a un moment, donc c'était en janvier là, 2025, donc j'ai fait mon burn-out à partir de septembre 2024, on va dire jusqu'à, je pense, début décembre 2024. Et ben en janvier, à un moment, j'étais en train de faire un truc tout simple, vraiment. J'avais préparé une petite bouffe pour mon môme et moi, et j'étais en train de servir les assiettes. Et d'un coup, je me suis dit, oh, j'aime bien ma vie là, alors que je faisais rien de spécial. Enfin, si, en fait, je faisais l'essentiel. Je faisais rien de spécial, mais je faisais juste l'essentiel de servir à manger pour mon fils et moi, d'un truc que j'avais préparé avec soin pour nous et tout. Et ça faisait extrêmement longtemps que je m'étais pas dit ça. Extrêmement longtemps, en plusieurs années, que je m'étais pas dit ça. Et je me suis rendu compte que dans ces petites choses, je pouvais trouver une très grande satisfaction. Et une satisfaction qui est plus profonde qu'une satisfaction de j'ai fait tant de ventes avec tel programme, qu'une satisfaction de chiffre d'affaires. Même si je suis très satisfaite quand je fais du chiffre aussi. Je suis très contente. Mais c'est pas la même chose, quoi. Tu vois ? Ouais, je vois bien. Un des meilleurs conseils, moi, qu'on m'a donné quand moi j'ai fait un burn-out, en fait, j'ai fait une formation de reconversion professionnelle avec une coach super, donc Marie-Pierre Bouchard, si jamais vous passez par ici. Merci beaucoup. qui nous a donné un conseil super au groupe et à moi-même. Elle parlait du burn-out et elle disait, quand on est dans des situations comme ça, donc ça peut être du burn-out, ça peut être de la dépression, ça peut être des moments où on n'est vraiment pas bien, il faut du doux, du chaud, du lent. Oui. Et je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, parce que effectivement, quand ça m'arrive encore d'être dans des... tout le monde a des hauts et des bas, hein, quand ça m'arrive d'être dans des bas, la première chose que je me demande, le réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, comment est-ce que je peux me mettre dans du chaud, du doux et du lent ? Et tu vois ça, ce que tu partages,
tu m'en avais parlé, genre en octobre, je crois, quand on s'est vus. Ouais. Et en fait, à l'époque, je minimisais vachement ce que je vivais. Et en fait, tu m'avais parlé de ça, mais pas du tout en contexte de... je vais te dire un truc, Caro, qui va t'aider. Parce que on faisait un partage, justement, tu me partageais ce que tu avais vécu. Et ça, mais ça m'a accompagné aussi beaucoup. Du doux, du chaud, du lent. Ouais, c'est vraiment c'est un conseil excellent. Et du coup, moi je trouve que ça va extrêmement bien avec la lecture. Ouais. Donc faut savoir que quand on lit, nos pensées sont obligées d'être au même rythme que notre lecture. Ça nous oblige à ralentir, ça oblige notre cerveau à ralentir, à faire une pause. En plus, il se concentre sur quelque chose qui est l'histoire qu'on est en train de lire. Oui. Et du coup, il oublie un petit peu les soucis et tout ça. Donc ça permet aussi de faire une pause et de prendre du recul, de souffler, d'avoir une bulle d'air dans ce quotidien qui nous enferme et qui nous submerge en fait, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure de la noyade. Des fois, on est, surtout quand c'est des périodes comme ça, on n'est vraiment pas bien. On est en dépression, burn-out. Enfin, on est submergé par ce quotidien. La lecture, quand on a la force de faire de la lecture, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on peut le faire, ça donne vraiment une respiration à notre esprit et à notre cerveau. Et ça, déjà, ça fait extrêmement du bien. Ensuite, la lecture, c'est quelque chose où tu peux très facilement te mettre dans du chaud et du doux. Oui, un petit plaid, une petite bouillotte. Exactement. Et un bon thé. Et avec un thé. Donc, vraiment, et des gâteaux, bien sûr. Mais évidemment. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, m'a aussi beaucoup aidée. De pouvoir lire des histoires et sans me mettre ni de pression ni d'attente sur le genre d'histoire que je lisais. Moi, je sais quand j'ai traversé cet épisode, j'ai eu un énorme deuil, un burn-out en même temps. J'ai lu des livres j'ai lu des mangas, j'ai lu du Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, elle m'a sauvée, clairement. Enfin, j'en avais jamais lu avant. Et ces histoires, elles sont pas très longues. C'est des histoires de la vie de tous les jours. Il y a beaucoup aussi de... Ouais, il y a vraiment, de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a du quotidien, il y a des émotions qui sont assez simples. Ah, ça m'a fait tellement du bien, en fait, d'être... effectivement, tu vois, comme toi, en fait, un peu avec le Stephen King, de pouvoir passer une journée entière. Donc, tu vois, tu mets les mômes à l'école le matin. J'arrivais, je me mettais dans le canapé, sous le plaid, avec le Virginie Grimaldi. Et je passais 2-3 heures à lire. Et vraiment, je pense que ça m'a sauvée, quoi. Ça m'a fait énormément de bien et ça m'a fait passer le burn-out et le deuil sûrement plus vite qu'autrement. Si tu disais... j'ai envie de te poser une question, tu sais, un peu de coaching, là. Ok, d'accord. Okay, je suis prête. Je suis prête. On vient d'inverser la tendance en 2 secondes. Pour toi, le burn-out, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif ? Alors moi, le burn-out... Alors, c'est un peu particulier parce qu'il a été... alors, il me pendait au nez depuis un bout de temps. Et il a été vraiment déclenché et couplé avec le deuil du décès de mon papa. Et ce que ça m'a apporté de positif, c'est que j'ai... en fait, justement, j'ai fait cette formation de reconversion professionnelle avec cette coach, Marie-Pierre Bouchard, qui m'a fait me poser énormément de questions sur moi, sur la manière dont je fonctionnais, sur mes valeurs, sur ce qui me rendait heureuse, en fait. Ah oui. Et jusque-là, j'avais beaucoup fonctionné en... je suis une bonne élève, je fais ce qu'on attend de moi et j'ai un métier qui est reconnu socialement, qui est... je suis du côté des gentils. Moi, j'étais bibliothécaire, fonctionnaire dans la fonction publique territoriale, au service du public. Et j'en souffrais énormément parce qu'en fait... moi, je le vivais comme si j'étais pas vraiment au service du public, mais j'étais au service de personnes qui, elles, n'avaient en tête que leur propre carrière. Et du coup, le public, il passait en dernier, en fait, dans leurs priorités. Ce qui n'était pas du tout dans mes valeurs, moi, qui est des grandes valeurs de justice, notamment. Et puis, je suis quelqu'un de très, très créative.
et beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc faire des choses et des projets, ça a toujours été un énorme moteur pour moi. Et je pensais que ce que j'arrivais à faire en étant bibliothécaire, ça suffisait. Et je me suis rendu compte, en fait, en travaillant vraiment sur moi et en essayant de comprendre pourquoi est-ce que j'étais aussi mal dans ce travail que j'adorais, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément. Et puis, je sais pas trop comment dire ça, mais ça va paraître très étrange, ce que je vais dire. Mais je pense que quand tu vis une épreuve comme ça, donc que ce soit un burn-out, une dépression, un deuil, tes émotions, tu les ressens plus intensément, dans les deux sens. C'est comme si tu avais une espèce de balance des émotions. Alors, enfin, tu vois, c'est ma vérité, je le vis comme ça. En tout cas, toi, tu l'as vécu de cette façon. Ouais, après, Oui, parce que moi, j'ai eu l'impression plutôt d'être un peu anesthésiée, tu vois. Alors, sur le coup, mais c'est intéressant. Mais sur le coup, oui, en fait. Sur le coup, oui. Mais en fait, une fois que tu t'en sors, que tu arrives à retrouver un quotidien à peu près normal, je pense que de toute façon, tu t'en sors jamais indemne. Et je pense qu'après, tu vis les émotions plus intensément. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand j'ai des épisodes de bas, je pense que je tombe plus bas que ce que j'étais avant, parce que j'ai beaucoup de choses qui remontent. Oui, aussi, bien sûr. Par contre, ils sont plus courts parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps, et que du coup, je sais ce qui me fait du bien et j'arrive à le mettre en place plus facilement. Donc, le doux, le chaud, le lent. En fait, dès que je commence à retomber, je sais ce que je mets en place pour vivre cette période aussi bien que je peux la vivre et puis la faire passer plus rapidement. Et par contre, je suis vachement plus heureuse maintenant que je l'étais il y a quelques années. Et ça, c'est fou. C'est fou quand même de se dire ça. Enfin, c'est fou. Et c'est beau parce que tu dis que, en fait, donc, cette période de burn-out et de deuil t'a permis d'apprendre à mieux te connaître, à savoir ce que tu voulais vraiment, et en sachant ce que tu veux vraiment, et donc en faisant ce que tu veux vraiment, ça te permet d'être plus heureuse. Ouais. Et c'est intéressant, je trouve, de voir comment chaque événement peut être vu d'une façon différente. Ça veut dire que si tu avais vécu ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais dans la même conscience de là où tu peux être plus heureuse? Si j'avais pas vécu ça, je suis quasiment sûre. Je suis quasiment sûre que j'en serais pas au même point. Mais tu vois, ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu partageais, Célie, c'est que tu dis, je crois qu'on n'en sort jamais indemne. Non, parce qu'en fait, qu'on se prend vraiment, c'est violent de vivre des choses comme ça. Mais je me dis, est-ce que c'est un problème de ne pas en sortir indemne? Parce que le fait de ne pas en sortir indemne, ça veut dire, oui, on peut peut-être en sortir avec une certaine fragilité à certains endroits. Mais encore une fois, c'est quoi le pendant cool de cette fragilité? C'est qu'il y a aussi du courage, que comme tu disais, peut-être tu descends plus bas, mais tu sais remonter plus vite. Et aussi, tu peux, ça, aujourd'hui, le transmettre. Oui. Tu vois? Oui. Non, tout à fait. Quand je disais on n'en sort pas indemne, je pense que de toute façon, les épreuves de la vie, elles sont là, il faut les vivre. Ouais. C'est la vie aussi. On n'en sort jamais indemne, mais d'un autre côté, de quelque chose de très très positif, on n'en sort pas indemne non plus, dans le sens où ça laisse des traces. De toute façon, ton chemin de vie, il laisse des traces. Après, quelque chose de très positif, tu peux aussi voir les mauvais côtés des choses très positives. Exactement, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que du coup, moi, d'avoir autant travaillé sur moi, d'avoir autant compris des choses aussi, ça a fait que ça m'a vraiment... Comment je peux expliquer ça ? Disons que de me connaître plus, j'ai fait des choix, par exemple professionnels, qui me ressemblent vachement plus que les choix que j'avais faits à l'origine. Parce que j'ai quand même démissionné. Faut le dire, j'ai quand même démissionné de la fonction publique, ce qui est...
Voilà, ce qui a pas été pas rien pour toi. Évident, ce qui était pas rien. Et puis je me suis formée beaucoup à l'accompagnement. Je me suis formée à la bibliothérapie et du coup effectivement aujourd'hui je suis en capacité d'accompagner des gens sur notamment sur des questionnements de changement de vie. Et tu vois tout ça c'est possible aujourd'hui parce que tu as traversé cette période. Oui. Moi je me dis le fait d'avoir été en burn-out, oui, c'était challengeant et c'était difficile. Mais en fait, quelque part, je me dis c'est bien que j'ai expérimenté ça parce que j'en ai tiré des choses très positives. Ça a renforcé mon lien avec mon fils. En fait, j'étais plus tout le temps en train de penser au taf parce que de toute façon, je pouvais rien faire. En fait, quand j'étais avec lui, j'étais vraiment avec lui. Et je me suis rendu compte que les moments où j'étais trop à fond, à mon sens, dans mon entreprise, en fait, les moments où j'étais avec lui, j'étais pas vraiment avec lui. Et que donc, j'étais passée à côté de lui à plein de moments parce que j'étais dans d'autres considérations. Et que là, mais on a passé grave du temps à jouer, à faire des jeux de société, à faire des dessins ensemble, à faire des choses vraiment simples. Mais en fait, pour moi, ça a renforcé notre relation, déjà. Voilà une des choses positives que ça m'a amené. Ce que ça m'a amené aussi, c'est de me dire, c'est vraiment important que je prenne soin de moi et que je vois les choses d'une autre façon. Je me dis, est-ce qu'on peut gérer un business et être à son compte sans se cramer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se crament, et sans être dans une espèce de frénésie du toujours plus. Est-ce que je peux faire ce que je veux avec mon entreprise, que ce soit en termes de ce que j'apporte aux gens, en termes de chiffre d'affaires, parce que mon entreprise, le but, c'est pas une asso ou une œuvre de charité. Le but, c'est aussi qu'elle me fasse vivre. Ok, est-ce que mon entreprise peut me faire vivre sans me cramer ? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire qui est possible ? Et du coup, c'est ça que je suis en train de réfléchir et de mettre en place, tu vois. Et ces questionnements-là, je les aurais pas eus si j'avais pas traversé ça. Ah ouais. Et puis aussi, d'avoir fait cette vidéo la semaine dernière, ça a ouvert plein de dialogues avec plein de personnes qui m'ont dit que ça leur faisait du bien, en fait, d'écouter cette vidéo. Et d'écouter ce partage. Parce que ou elles avaient traversé aussi un truc comme ça, ou elles étaient en train de le traverser. Et je pense que c'est important de communiquer sur nos vulnérabilités quand on se sent en capacité de le faire, parce que ça permet à soi-même et aux autres de se sentir moins seul. Ça, c'est hyper important pour moi, tu vois. Oui. Moi, je trouve que c'est un message qui est super important de dire vous n'êtes pas seul, déjà. Vous n'êtes pas seul à traverser ce que vous traversez ou à l'avoir traversé. Et puis, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir avec vraiment du positif. Oui. Mais prendre son temps, c'est absolument primordial. En fait, je pense qu'on ne peut pas forcer les choses, qu'il faut du temps au temps. Et je trouve que moi, un des trucs aussi que ça m'a vraiment appris, le plus, c'est que des fois tu ne peux pas faire plus vite que la musique. C'est pas possible, en fait. Il faut un temps. Et comme quand tu lis un livre, tu peux pas accélérer la lecture. Comme quand tu lis un livre ou comme quand on t'apprend à marcher. Oui. Tu vas pas te dire à un môme, mais encore là, ça fait 2 jours que t'es sur l'apprentissage de la marche et tu sais toujours pas. Ben c'est abusé, en fait. T'es un naze. Donc non, oui, t'as raison. Il y a des choses qui demandent du temps. Comme comme on pourrait dire le cycle des saisons, tout ça, dans la nature, le fait que les choses elles demandent du temps. Dans la ville où je vis en ce moment, il y a des cerisiers japonais. Et alors ça, c'est mon grand bonheur dans cette ville, c'est à chaque printemps, c'est vraiment de voir fleurir les cerisiers japonais qui sont partout, et c'est si beau, et ça dure que 2 semaines. Ouais. Et donc tu te dis, ça dure 2 semaines, et après il faut attendre 11 mois et 2 semaines pour revoir les cerisiers en fleurs. On attend, quoi. Ouais, c'est ça.
Je sais pas ce qu'il vaut mon parallèle, mais bref. Mais en tout cas, pour revenir à cette histoire de montrer sa vulnérabilité et tout, bah comme tu dis, le fait de dire ah oui, on peut s'en sortir et tout ça, en fait, ça a un vrai poids si tu dis voilà ce que j'ai traversé ou ce que je traverse et voilà ce que j'essaye de mettre en place. Parce que si on dit de manière un petit peu random, oui, on peut s'en sortir et vous n'êtes pas seul, c'est autre chose que de dire voilà ce que je vis. Et que la personne en face se dise ah mais elle aussi, ah mais lui aussi. Ah ok, donc je suis pas tout seul quoi. Ouais. Tu vois ? Ouais, je comprends. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Cette merci. conversation était hyper intéressante. Je suis super contente. J'espère que ça va beaucoup parler à des gens. J'avais encore une question. Ouais, vas-y. Et du coup, aujourd'hui, tu en es où de ton rapport à la lecture ? Eh ben, c'est-à-dire Est-ce que tu lis en ce moment ? Qu'est-ce que tu lis ? À quel rythme ? Oui, je lis. Je continue à fermer des livres que j'aime pas. Il faut. Et du coup, je note pas les bouquins que je ferme. Ils sont pas dans mon appli en disant je les ai pas finis. Ils ont même pas la place, tu vois, dans mon appli. Qu'est-ce que je lis ? En ce moment, là, je viens de finir un policier, mais que j'ai moyen aimé. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de lire un peu. Ah oui, j'ai beaucoup lu en octobre, là. Quand j'étais en plein cœur de mon burn-out, j'ai beaucoup lu de romans un peu jeunesse et un peu magiques. Où il y avait des histoires avec des pouvoirs magiques et tout ça. J'avais besoin de ce truc, cette espèce d'échappatoire un peu magique. Et là, quand je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai dans ma liseuse ? Qu'est-ce que j'ai envie de lire ? Il y avait le tome 6 d'Harry Potter que j'ai jamais lu, donc j'ai entamé ça hier soir. Et en parallèle, je lis un bouquin de dev perso de Fabien Olicard qui s'appelle « Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau ». Et parce que j'aime beaucoup la façon très pragmatique et très concrète qu'il a de présenter les choses. Alors, ce qu'il présente, c'est des choses vraiment très... Je suis en train de le lire. C'est très intéressant. Comme je te disais, il y a plein de concepts que je connais déjà, mais j'aime bien les relire avec sa façon de voir les choses à lui, puisque je trouve qu'il a vraiment une façon très ludique d'aborder tout ça à chaque fois. Et voilà. Et c'est le 2e livre, je crois, que je lis de lui, et j'aime bien... Voilà ce que je lis en ce moment. Fabien Olicard, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il est effectivement très pragmatique. Il a toujours des images et des exercices pour illustrer ses propos qui sont super intéressants. Et on voit tout de suite la réalité des concepts, en fait. Oui, c'est très concret. C'est très concret. Et Fabien Olicard, c'est un mentaliste, c'est un homme de scène à la base, qui du coup s'intéresse énormément au fonctionnement du cerveau et aux neurosciences. Oui. Et il a écrit plusieurs livres. Sur la mémoire, sur le temps, sur... l'organisation, tout ça. Voilà, à conseiller. Ah ouais, c'est vraiment... c'est très cool, parce que moi, il y a plein de bouquins de dev perso que j'ouvre et que je vais jamais au bout, parce qu'au bout d'un moment, je les abandonne, tu vois. Mais Fabien Olicard, je vais au bout de ses bouquins. Ouais. Pour moi, c'est un gage que c'est bien ce qu'il fait. Donc voilà, et en fait, je continue toujours mes rituels tous les soirs avant de m'endormir. Il faut que je bouquine. C'est depuis que je suis ado, ou peut-être enfant, mais ouais, ça fait partie de... Ça me fait du bien, ça me permet de couper avec ma journée, tu vois. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ça permet de débrancher mon cerveau de tous les trucs où, tu sais, tu pourrais être en train de ruminer le soir dans ton lit et dire « Ah, demain, il faut que je fasse ci. Ah, demain, nanana. » Quand j'ai une pensée qui me vient comme ça, je la note ou je me fais un rappel. Et sinon, je suis là avec mon bouquin et c'est mon petit sas avant de dormir. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le cerveau, il n'est pas capable de penser à 2 choses en même temps. Ouais. Même si on a l'impression, mais en vrai, non, il n'est pas capable de penser à 2 choses en même temps. Et du coup, quand il lit, il pense à l'histoire qu'il est en train de lire. Ouais. Et c'est pour ça que vous ne vous souvenez pas des paragraphes que vous avez lus quand vous êtes trop préoccupé par d'autres trucs. C'est vrai. Et que vous êtes en train de faire votre liste de courses dans votre tête. Oui. Vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que vous avez lu dans le paragraphe, c'est normal.
Parce que t'es C'est pas vrai. à ce que tu fais, quoi. Parce que le cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Ouais. Et que du coup, quand on arrive à se prendre dans l'histoire, ça lui permet d'avoir une respiration et de pouvoir se calmer et de s'endormir plus en douceur. Donc voilà. Écoute, super, merci beaucoup. Merci pour toutes ces recommandations livresques. Écoute, merci à toi. C'était tellement génial d'enregistrer cet épisode avec toi. Et tu le sais que j'ai écouté tous les épisodes, enfin, sauf celui que tu as sorti ce matin. J'ai pas eu le temps encore, désolée. Mais voilà, j'aime beaucoup ton podcast. Donc vraiment, je souhaite une longue vie à ton podcast. J'ai envie de continuer à t'écouter. Et merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup, Caro. Ça me fait très plaisir. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Caro sur Instagram, donc c'est Caro Gagé. Oui. Et sur YouTube, Caro Gagé Il également. y a peut-être un point après Caro, mais voilà. Voilà, Gagé, G-A-G-E-T. Oui. Tout simplement. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Pourquoi tu lis. Je vous souhaite plein de très belles lectures et puis je vous dis à très bientôt. Salut!